Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il était connu de tous les Congolais et ce, jusque dans les villages les plus reculés du pays. Étienne Tshisekedi, l'emblématique figure de l'opposition congolaise, le combattant de la démocratie, s'en est allé ce mercredi 1er février, laissant derrière lui une opposition orpheline de son leader. C'est une brève maladie qui aura eu raison du baobab de la forêt oppositionnelle congolaise. Une page de l'histoire de la RDC qui se tourne, une nouvelle page qui s'ouvre, mais avec beaucoup d'incertitudes. Alors, quel impact peut avoir cette disparition sur la vie politique congolaise dans son ensemble et surtout sur l'opposition et son parti politique, l'UDPS? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Professeur Elikia Mbokolo, on ne vous présente plus, vous êtes historien, vous êtes un fin connaisseur de la vie politique congolaise, mais aussi de l'histoire contemporaine africaine. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Justine Mpoyo Kassavubu, la précision vaut la peine. Vous êtes la fille du premier président du Zaïre, Joseph Kassavubu. Je rappelle également que vous êtes ancien ministre, ancien ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne à Bruxelles et vous êtes présidente du Rassemblement des démocrates. Merci, Madame Mpoyo Kassavubu, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, présidente du Mouvement des démocrates. Présidente du Mouvement des démocrates, parfait. Et j'ai également avec moi le pasteur Philippe Kabongo Mbaya. Vous êtes plutôt proche d'Étienne Tshisekedi. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Il était affectueusement comparé à Moïse, le personnage biblique, mais le Sphinx s'est éteint sans avoir atteint la terre promise. C'est tout un pays, toute une nation qui pleure aujourd'hui. Celui dont l'histoire se résume d'une certaine manière à l'histoire de la RDC. C'est un sujet de la rédaction commenté par Graziella Chakunte. Il s'est éteint et laisse derrière lui désolation et interrogation. Étienne Tshisekedi, le combattant de la démocratie, a définitivement déposé les armes ce 1er février à Bruxelles en Belgique. À 84 ans, celui que l'on surnomme le Sphinx a tiré sa révérence après plus de 50 ans d'engagement politique, non sans rebondissement. Premier docteur en droit de son pays à l'âge de 27 ans, c'est sous Joseph Désiré Mobutu qu'Étienne Tshisekedi fait ses premiers pas en politique. Nommé au poste de ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières en 1965, il occupera plusieurs autres postes ministériels avant de prendre ses distances avec le président Mobutu, dont il dénonce la pratique du pouvoir, mais l'homme reste un fin stratège. Au mois d'août 1969, alors là je n'étais pas seul et tous les amis avec lesquels nous avions du poids autour de lui, il nous a envoyés à l'extérieur comme ambassade. Moi, j'étais à l'ambassade. Moi, j'étais envoyé comme ambassadeur du Zaïre au Maroc. Et au mois de mai 1970, M. Mobutu réunit son congrès et supprime l'article 4 de la Constitution et institutionnalise le MPR, donc à la manière que vous connaissez, un parti dont les membres le sont par naissance. C'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte des réalités que ce monsieur allait nous amener très loin. Et bien sûr, vous savez, on ne pouvait pas engager la lutte tout de suite. Il était en position de force, on ne pouvait pas, à condition de se faire éliminer physiquement. Il fallait du temps. Et le temps, justement, nous avait été donné par la nouvelle réélection. Nous avons été réélus cette fois-ci démocratiquement aussi. Très vite, Étienne Tshisekedi se forge un idéal et une morale politique et engage le combat pour la démocratie. C'est alors que commencent ces péripéties politiques qui lui feront connaître la prison. Mais l'homme ne renonce pas. Il crée en 1982 avec 12 collègues l'Union pour la démocratie et le progrès social. Son opposition se radicalise. Après un bref passage au poste de Premier ministre, entre août 1992 et février 1993, il refusera en 2003 d'entrer dans le gouvernement de transition. Son objectif, la présidentielle de 2011, à l'issue de laquelle il s'auto-proclame vainqueur et prête serment dans sa résidence de Limete. En dépit de son appel à la communauté internationale, il n'aura jamais l'impérium. Même les conflits les plus graves ont trouvé les solutions dans le dialogue. En effet, ce dialogue nous permettra de rétablir
la vérité des urnes et de convenir de la suite à donner après les hold-up électoraux de novembre 2011, de rassurer tout le monde quant aux animateurs de la CI et de garantir l'alternance démocratique. Sur le plan plus personnel, je voudrais lancer un mot d'ordre aux membres de mon parti que j'appelle au respect de la hiérarchie et à la discipline. En effet, à chaque occasion, l'UDPS a réussi à surmonter des épreuves en comptant sur l'engagement de ce cadre dont le dévouement et l'application n'ont d'égal que la foi dans la cause noble que nous défendons. Après 2 ans d'absence du territoire, c'est une foule immense qui l'accueille en Messie le 27 juillet 2016 à son retour à Kinshasa. Il rejette le dialogue sous la médiation d'Edem Kodio, jugé corrompu, mais accepte cependant celui sous l'égide de la SENCO qui aboutira à l'accord du 31 décembre 2016. Un accord qu'il n'aura pas eu le temps de voir se concrétiser avant de s'éteindre ce 1er février suite à une embolie pulmonaire. Avec sa mort, c'est une page de l'histoire de la République démocratique du Congo qui se tourne. Celle qui s'ouvre reste pleine d'interrogations. Professeur Mbokolo, commençons par le début de la fin d'Étienne Tshisekedi. Lorsqu'en juillet 2016, il décide de retourner dans son pays, la RDC, c'est une marée humaine qui l'accueille à l'aéroport. Il aura donc gardé intacte sa popularité et sa capacité de mobilisation jusqu'au bout. Oui, disons que pour la popularité, c'est indiscutable. On a vu en effet qu'il y avait énormément de gens, personne n'a pu les compter tant qu'il y avait foule pour l'attendre. La popularité est tout à fait certaine, surtout que lorsqu'il rentre, on parle du dialogue qui va s'ouvrir. Beaucoup de gens pensent qu'il va participer au dialogue puisqu'il a été l'un des concepteurs de cette notion et de cette pratique. En même temps, il y a aussi des interrogations sur la personne, sur son âge, sur son état de santé. Est-ce qu'il est encore en capacité de jouer un rôle aussi important que celui de diriger le pays ou de le co-diriger avec d'autres? Est-ce qu'il a dans son parti des personnalités, hommes ou femmes, qui pourraient jouer ce rôle à côté de lui? C'est un vieux combattant et beaucoup pensaient, moi je suis de ceux-là, qu'il était temps qu'il se retire. S'il a un vrai parti, dans ce parti, il y a des cadres qui ont ses idées, qui ont sa pratique, qui ont sa conviction. Il est temps que ces cadres aussi apprennent à devenir aussi populaires que lui, puisque nous savons que nous tous nous passons. Donc il y avait beaucoup à la fois d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes aussi, le fait que on attente à sa vie ou qu'on lui fasse quelque chose de mal, des craintes aussi que son âge même le conduise à la mort devant l'ampleur des responsabilités, et beaucoup d'interrogations. C'est certain que ça a été, on a utilisé beaucoup d'images à son sujet, ça a été l'une des personnalité qui, jusqu'à la fin, a capté l'essentiel de la passion, des attentes et des craintes aussi, des inquiétudes des Congolais. Madame Mpoyo Kasavubu, vous avez été une sorte de compagnon de lutte pour Étienne Tshisekedi avant de quitter son parti pour aller créer le mouvement des démocrates. Que retenez-vous particulièrement du personnage d'Étienne Tshisekedi qui vient de s'éteindre? Alors écoutez, en rendant hommage à sa mémoire et en présentant mes condoléances à sa famille, je retiens tout d'abord la ténacité, la fermeté et surtout l'engagement. Et je dirais même plus que l'engagement, la volonté résolue de conduire le pays dans un changement démocratique. Parce qu'évidemment, il a vécu toute la période de Mobutu et nous avons cru, nous aussi, faire œuvre utile en renflouant sa base pour que nous puissions ensemble mener le combat pour mettre fin à la dictature. Donc un homme résolu, un homme aussi qui ne changeait pas facilement d'avis lorsqu'il était convaincu d'avoir raison. C'est peut-être ce que d'autres appellent une sorte de radicalité, mais moi je crois que c'est plutôt un souci de l'intérêt supérieur de la nation.
Pasteur Kabongo, Étienne Tshisekedi s'en va à un moment crucial de l'histoire de votre pays. C'est vrai, il est retourné il y a 2 ans, effectivement, pour un accord, pour un processus de paix. Qu'est-ce qui va changer maintenant après la mort d'Étienne Tshisekedi? Je voudrais d'abord dire un mot de ma tristesse immense, de la souffrance aussi qu'éprouve l'ensemble de notre peuple devant cet événement. Je pense à la famille propre de M. Tshisekedi, je pense à des personnes qui dirigent son mouvement depuis très longtemps, qui ont été ses compagnons, dont Mme Kassavobou ici par le passé, nous connaissons depuis très longtemps. Je pense aussi que la première chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'abord que M. Tshisekedi n'était pas quelqu'un qui soulevait les foules. Il était lui-même l'otage de foules. Cette situation n'est pas bien perçue par l'opinion internationale et par vos collègues. En réalité, ce qui se passe au Congo, c'est que le peuple congolais lui-même se reconnaît dans cet homme et a fait de lui, peut-être même malgré lui, parce qu'à cause de son âge, dont on a dit des choses, il faut discerner et savoir aussi raison garder, il est allé jusqu'au bout. Et à la dernière scrutin, au dernier scrutin, il a dit cette phrase à l'un de vos collègues, je pense ici même, « Je ne veux pas que l'histoire me reproche de n'avoir pas été capable de sauver ou d'aider au salut d'un peuple en danger. » Un objectif atteint selon vous. Votre collègue lui avait posé la question, oui. Mais à votre âge, pourquoi vous présentez? Il a assumé cela en ce terme. Mais le parti de M. Tshisekedi, le rassemblement de forces de changement dans ce pays, politique et social, n'est pas composé des vins nus ou des gens sans cerveau. Il est composé des gens très, très, très forts et des gens capables de poursuivre ce projet. Le problème n'est pas l'homme. Le problème, c'est que la population du Congo... C'est l'idéal qu'il incarnait pour la population. L'idéal, mais le projet aussi. Le projet politique et son contenu. Et il a été capable d'accepter qu'il soit, en quelque sorte, l'otage d'un peuple, mais il a insufflé dans ce peuple sa propre vision en osmose avec lui. Et là, avec sa disparition, c'est le rêve qui s'écroule? Non, pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas être dans une espèce de représentation d'un deuil comme ça, un peu vide, un peu l'abattement. Non, 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 il y a... Tout ça a été quand même bien pensé et bien envisagé dans ce parti. Je précise que je ne suis pas proche de Tshisekedi au terme d'amitié ou d'affinité. Oui. Je suis quelqu'un, bien que pasteur, ministre d'une église importante en France, de très, très engagé sur le plan des droits de l'homme et du retour de notre pays, de notre peuple, à cette capacité d'assumer sa propre initiative historique. Professeur Mbokolo, il n'aura jamais réussi à gagner le fauteuil présidentiel. Il a occupé tous les postes, ambassadeur, ministre plusieurs fois, député, mais il lui a manqué cela au palmarès. Comment l'expliquer? C'est-à-dire, on le constate. Il n'a pas occupé ce poste, mais il a été Premier ministre. Hein. Ce ne sont pas des occasions qui ont manqué. Donc, c'est aussi important. Il n'a pas su, ou il n'a pas voulu, ou il n'a pas su saisir les occasions. Moi, je pense que dans un pays comme le Congo, où depuis l'indépendance, il y a eu très peu de pouvoir légitime. Le seul incontestable est celui du premier président de la République, Joseph Kasavubu. À la suite, ça a été des coups d'État, des arrangements, etc. Donc, dans ce contexte où la légitimité était clairement bafouée, on peut penser qu'un grand mouvement populaire pouvait porter quelqu'un au pouvoir suprême. Et donc, ce sont ces occasions perdues qui, à mon avis, font quand même problème. Parce que... c'est vrai que Étienne avait une formation de juriste, mais dans le combat politique, ce n'est pas le droit que l'on fait, on fait de la politique. Et il a eu à plusieurs moments
l'occasion de prendre le pouvoir dans un pays où la légitimité était bafouée. Et j'avoue que moi, mon problème par rapport à lui, avec toute l'admiration qu'on peut avoir, c'est le fait de ne pas avoir saisi ces occasions. Et il y en a eu beaucoup, professeur? Il y en a eu plusieurs. Je pense que au moment de la conférence nationale, il est clair que le pouvoir était à portée de main pour lui. On peut penser aussi que en 1996-1997, lorsque les hommes de l'AFDL et Laurent-Désiré Kabila arrivent, le pouvoir était à portée de main à plusieurs reprises. Donc, comment dire, mobiliser les gens au nom de la démocratie, c'est vrai, qui était bafouée, ça lui donnait la légitimité d'aller jusqu'au bout de son entreprise. Donc c'est cette espèce de réticence devant le Rubicon qui fait problème pour moi. Est-ce qu'il n'était pas aussi un peu le bon opposant de service pour la communauté internationale? Bon, on a pu l'accuser d'être comment dire, certains allaient même jusqu'à dire d'être l'alter ego du maréchal Mobutu dans ce jeu de vous partagez le pouvoir, moi je suis dans l'opposition, et finalement... Ou alors on l'utilisait pour protester contre le président en place, mais jamais on ne l'aidait véritablement à prendre le pouvoir. Je n'irai pas jusque-là, je ne crois pas. Je pense que c'est un homme qui était effectivement déterminé, comme l'a dit le pasteur. La démocratie, il y croyait. Mais, comment dire, la démocratie, il faut le rendre concret dans un pays comme le Congo. Et c'est ce passage à la démocratie que nous n'avons pas su jusqu'aujourd'hui réussir. Je crois que lui, il avait la légitimité pour franchir le Rubicon et instaurer ce régime. Madame Kassavou, que va-t-il advenir maintenant de l'accord politique, du processus de paix qui était en négociation avant la mort d'Étienne Tshisekedi? Mais je pense qu'il faut quand même nuancer quand même les propos du professeur, parce que le Congo est quand même un pays qui est totalement sous l'emprise de convoitises internationales de par ses richesses et de par cette position géostratégique. Et donc tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui n'a pas échappé justement aux puissances étrangères. Et donc je crois que lorsque M. Étienne Tshisekedi se met maintenant en opposition au maréchal Mobutu, ce n'est pas simplement contre le maréchal Mobutu qu'il se met en opposition, mais c'est aussi contre les intérêts multiples et occidentaux qui ont sévi dans notre pays. Et donc il avait aussi indirectement à gérer les conséquences de cela. Alors maintenant, ce qui va être utile pour nous, c'est d'abord de sauvegarder son héritage, parce pour l'avenir, oui. Il s'agit maintenant non pas de voir cet accord comme une panacée, parce qu'en fait, ce n'est pas le testament de M. Étienne Tshisekedi, le vrai testament de M. Étienne Tshisekedi. Bon, écoutez, il a signé, mais il faut quand même aussi se remémorer l'état d'esprit qui conduit à ce dialogue. C'est tout simplement, ça part du contentieux de 2011. Il avait gagné les élections et Kabila a gouverné par défi. Et donc, en fait, ce sont les deux protagonistes du dernier scrutin qui ont été mis en avant-plan. Donc, c'est sur cette base-là que ce dialogue que nous avons contesté, mais que lui pouvait justifier, s'est réalisé. Alors, à partir du moment où lui, qui avait gagné les élections, n'est plus là, eh bien, je ne vois pas comment est-ce que dans des pourparlers qui n'ont pas du tout été inclusifs, on pourrait maintenant engager toute une nation, alors que son testament, c'était quand même de dire il y a quelques jours, il faut rabattre les cartes, parce que plus personne n'a aucune légitimité, personne n'a gagné les élections pour maintenant parler au nom de M. Tshisekedi, qui vient de nous quitter et qui a dit clairement il y a quelques jours qu'à partir du 19 décembre 2016, Kabila n'a plus de légitimité. Ça, c'est avant l'accord. Oui, mais c'est quand même basé sur la constitution du Congo. Et donc, on ne peut pas aller dans un État voyou, mais dans un État de droit. Très rapidement, pasteur Kaborou, qu'est-ce qui va changer maintenant dans les rapports de force? Le président Joseph Kabila n'a plus le personnage en face de lui qui lui mettait la pression. Est-ce que la disparition d'Étienne Tshisekedi change les rapports de force? Moi, je crois qu'il faut voir les choses d'une manière un peu moins journaliste. D'accord. Je pense franchement que le problème du Congo, comme de beaucoup de pays africains, n'est pas seulement lié aux personnes. Ce que Mme Kassavou vient de dire tout à l'heure, des enjeux économiques, stratégiques de ce pays, est une dimension fondamentale pour comprendre le fonctionnement propre de ce qui se passe dans ce pays. Généralement, on est toujours dans le périphérique. Sur les personnages, sur les acteurs internes. Des espèces de contradictions périphériques. La contradiction principale
elle est à ce niveau-là. Je voudrais juste préciser que en 64, 65, il y a eu des élections dans notre pays, et il y a des partis politiques qui avaient gagné ces élections. Ce n'était pas des espèces de bricolage. C'était des élections tout à fait normales qui ont été emportées, et notamment par M. Tchombe, le parti de M. Tchombe. Beaucoup de politiciens kassaïens, d'où vient M. Tshisekedi, je ne dis pas tous, mais beaucoup, étaient des alliés de M. Tchombe. Mobutu a fait son coup d'État. Donc la légitimité de l'État a été supprimée, y compris en commençant par le chef de l'État, qui n'était pas concerné par ces élections-là. Il y a eu un coup d'État, les suites, nous les connaissons. Nous continuons à répéter cette histoire, un peu comme ce que le professeur Mbokolo vient de dire. La question fondamentale, pendant combien de temps on va vivre comme un État en transition? Kabila peut faire tout ce qu'il voudra avec ses coteries, avec ses amis, mais cette équation-là reste... C'est une question fondamentale. Elle est fondamentale, elle est stratégique pour la sécurité de toute la sous-région. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.